d'idées, ça fait se rassembler, au même titre que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, ça fait se rassembler des gens qui n'ont jamais discuté les uns avec les autres, qui sont de classes sociales complètement différentes, et qui pourtant tombent d'accord sur tout un tas de sujets, comme par exemple la mise en défaut de la corruption de notre pays, la reprise des pouvoirs de nos institutions, le contrôle citoyen dans tout un tas de strates comme les médias, et j'en passe, qui aujourd'hui nous empêchent de voter et de décider. Est-ce que quelqu'un a encore l'impression de voter? Bon, déjà c'est bien, parce que rhétoriquement parlant, il y a encore beaucoup de gens qui pensent que tous les 5 ans ils ont le droit de vote, alors que l'élection n'a jamais été un vote. Donc déjà, je suis très content de voir que ça évolue. Ce qui dérange aussi fortement le gouvernement, puisque, comme vous pouvez le constater, je pense, la diffusion de ce mouvement, la diffusion de ce qu'on est en train de tenter, est très fortement freinée. On n'a pas les moyens de Bolloré, on n'a pas les moyens d'action du gouvernement. Et donc, c'est pour ça que les ruches sont importantes, parce que chaque abeille qui fait partie de cette ruche a le pouvoir de diffuser cette idée. Vous êtes tous importants individuellement. Non seulement dans vos vies, mais dans les actions qui vont être menées dans les prochains mois. Les parrainages sont très importants, évidemment, mais le fait de discuter autour de vous, ça a plus d'impact qu'un 20h de BFM TV, même si on a l'impression que ce n'est pas le cas. Parlez-en en famille, c'est compliqué. Parlez-en au travail, peut-être que c'est plus compliqué, je vois des sourires à gauche. Et entre amis aussi. C'est des sujets qui sont difficiles, mais c'est des sujets qui nous concernent tous. On est divisé sur plein de choses, et je pense que si je discutais individuellement avec toutes les personnes qui sont ici, on ne tomberait pas d'accord sur tous les sujets. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est notre avenir. Et je pense que là-dessus, on peut tomber d'accord. Je ne sais pas si vous êtes OK avec ça. La dernière fois à Toulouse, j'ai fait un truc qui était assez marrant pour faire la transition avec Ron, donc je vais le refaire, parce que j'ai trouvé ça très parlant. Par applaudissement, qui veut changer les choses et qui trouve que c'est notre dernier espoir de changer les choses? Le seul pouvoir qu'ils ont encore sur nous, c'est le pouvoir psychologique de nous empêcher d'agir. Et je pense que par applaudissement, vous avez compris qu'on est capable d'agir et qu'on est motivé pour le faire. Sans transition aucune, je vais vous faire apparaître Ron, qui est au fond de la salle. Je vais se présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Bonjour à tous, merci d'être là, bravo d'être là, merci d'avoir le courage d'affronter le risque du malaise dans cette salle surchauffée, plutôt que d'être à la plage de cette magnifique ville qui est Saint-Malo. On est ici pour essayer de rompre un cercle qui a été généré par un sentiment de solitude. Sentiment de solitude qui s'est déployé au sein de la société de façon très transversale, y compris dans les classes sociales les plus favorisées, et qui favorise un comportement que les sociologues ont décrit avec ce terme l'anomie, c'est-à-dire le refus de toute règle, de toute norme, et un individualisme qui vise à s'extirper des structures sociales pour se sauver soi-même, plutôt que pour sauver le collectif. On est dans une situation, en France, où la corruption est devenue légale, où on peut, on l'a vu pendant le Covid, siphonner des millions individuellement et des milliards collectivement, sans aucune sanction, sans aucune répression, sans aucune poursuite. Les abus qu'il y a eu autour du FSE, vous vous souvenez, le Fonds de solidarité, ou sur d'autres domaines, les CFP, enfin les comptes de formation professionnelle, et bien d'autres dispositifs, ont arraché à vous, à chacun d'entre nous, des ressources qui nous auraient permis de mieux nous soigner, de mieux éduquer nos enfants, d'être plus préservés par rapport aux violences et aux dangers de la société. Elles ont atteint une telle dimension, et je ne parle pas seulement des corruptions des élites, sur lesquelles, vous le savez, j'ai beaucoup enquêté, beaucoup travaillé et procédé à quelques révélations, mais quelque chose de plus insidieux et dangereux qui s'est inscrit au sein de la société, qui a fait qu'à un moment donné, la question se pose, y compris pour les personnes les plus honnêtes, de savoir si ça valait la peine de suivre les règles, s'il était justifié de faire ces efforts auxquels on s'astreint tous, dès lors que tout autour de nous se délitait l'édifice républicain, dès lors que tout autour de nous, l'idée qu'il fallait respecter ces règles s'effaçait.
Et en réalité, la politique, c'est du mimétisme. C'est-à-dire qu'on fonctionne toujours en relation avec celui qui est à côté de nous. On se détermine toujours par rapport à celui qui se place face à nous. Parfois en contre, parfois pour le suivre, mais toujours dans ce lien. C'est un penseur américain qui est aujourd'hui très apprécié par les nouveaux seigneurs de la Silicon Valley, René Girard, un penseur français, mais qui a fait une grande partie de sa carrière aux États-Unis, qui avait réfléchi à ces logiques de mimétisme et de bouc émissaire au sein des sociétés. Qu'est-ce qui faisait qu'à un moment donné, en fait, on était des animaux sociaux qui, finalement, pas fondamentalement différents d'une fourmi ou d'une abeille, allaient suivre un collectif, s'inscrire dans celui-ci et abandonner une capacité à se distancer, à rompre avec l'existant, parce que la force du collectif s'imposait à eux. Et cette force du collectif, elle peut produire des merveilles. Elle peut générer et elle peut faire trembler des montagnes. Mais elle peut aussi nous attraire vers les bas-fonds. Elle peut nous amener à renoncer à toute forme de morale, à toute forme d'exigence à l'égard de nous-mêmes, de nos enfants et à l'égard de nos proches. Et aujourd'hui, ce terme de décadence, qui revient en réalité de plus en plus dans les esprits, dans les paroles, dans les échanges que l'on peut avoir, correspond à ce moment où une société rompt et se délite. Et elle se délite pourquoi ? Eh bien parce que ce rapport mimétique fait que l'on a autour de nous de plus en plus de personnes qui nous donnent de mauvais exemples. C'est aussi simple que cela. Et comme elles ne sont pas sanctionnées, comme elles ne sont pas réprimées, ni de façon symbolique, ni de façon réelle, eh bien à un moment donné, le lâcher-prise et l'acceptation du mal, de cette notion à laquelle je n'ai commencé à réfléchir et à croire que très récemment, cette idée que le mal existe en réalité, et qu'à un moment donné, le poison qu'il peut insinuer, il peut le faire dans tous les cœurs, dans toutes les âmes et dans toutes les personnes. Quel qu'a été son parcours jusqu'alors, quelle qu'a été la décence à laquelle elle s'est astreinte, à tout moment, on peut céder à cette tentation. Et cette tentation qui s'approche de nous, à la fois en tant qu'individu, pour ceux qui en ont l'opportunité, parce que pour ceux qui ne l'ont pas, c'est encore pire. C'est le poison de la frustration. Parce qu'une chose, c'est de résister à la corruption. Une autre chose, c'est qu'en réalité, une grande partie de la population ne se le voit même pas proposer. Et de toute façon, n'aurait pas d'autre choix que de suivre les règles, y compris les plus injustes, parce qu'elle doit se soumettre, parce qu'elle est écrasée. Et on voit donc dans les hautes sphères, et j'ai découvert récemment une vidéo sur YouTube de quelqu'un un jeune entrepreneur français qui propose de vendre des services qui consistent à, pour 1 million d'euros, passer 3 jours à Cannes pendant un festival, et pour montrer la qualité de ses services, a filmé lui-même ce qu'il avait fait avec 1 million d'euros. Et donc il loue une villa dont vous imaginez les excès en hauteur, il loue des femmes par dizaines pour l'entourer, il loue ensuite des yachts, et il loue même des accès aux marches de ce festival de Cannes, dans lesquels il peut poser et se montrer aux côtés des grands acteurs, actrices, réalisateurs du cinéma français. C'est une vidéo qui m'a touché parce que je vais vous dire quelque chose sur mon parcours personnel. Ça a été répercuté, vous le savez peut-être, peut-être pas. J'ai toute mon enfance été au Festival de Cannes. Chaque année, j'étais invité avec ma famille parce que mon père est producteur de cinéma. Mon père a été un grand producteur de cinéma, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais en tout cas il a produit 300 films et il est le producteur indépendant qui en Europe, a eu le plus de films sélectionnés à Cannes, à Venise, etc. Mais mon père est venu au cinéma et à la France, parce qu'il est portugais, à travers la littérature. Il est venu à la France parce que dans les années 60-70, dans les écoles jésuites dans lesquelles lui et ma mère espagnole allaient, la première langue que l'on enseignait, c'était le français. On vous enseignait à découvrir le monde à travers la France. Et la France était la grande référence intellectuelle, culturelle, artistique, politique et philosophique à laquelle on s'accrochait. Bien plus que nos voisins anglais, donc j'ai vu qu'ils ont déposé une frégate dans ces rives, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'il faut s'en inquiéter, et bien plus évidemment que l'Allemagne ou que tout autre pays, la France était le référent ultime pour toutes les civilisations étrangères et tous ceux qui rêvaient et aspiraient à un mieux-disant. Et mes parents sont venus à la France par ce rêve, peut-être fantasme, disons idéal en tout cas. Cette construction symbolique
qui est le fruit de nos efforts à tous, collectifs, siècle après siècle, qui est le fruit des sacrifices d'un peuple qui, pour une partie d'entre ceux qui ont constitué la France, n'a pas eu le privilège et le luxe de pouvoir dévouer du temps à réfléchir, à penser, à créer, mais s'est sacrifié pour que, au sein de ce pays, certains puissent le faire. Et ainsi rayonnent à l'étranger, et ainsi permettent à la France d'attirer à elle les plus grands talents, les plus grands créateurs et les plus grandes richesses. Et c'est ce qui a fait la grandeur d'un État qui aujourd'hui ne rayonne en rien. Et quand mon père est invité au Festival de Cannes, où il présente des films, il l'est parce que la France, à travers son État et à travers à l'époque les syndicats et la CGT, ont créé ce modèle très intéressant qui est en réalité à l'image de notre pays. C'est qu'ils ont très vite compris que le cinéma était un espace de glamour et d'attraction. Et le cinéma, il y a peut-être quelques jeunes qui se sont détachés de ce média, mais nous, collectivement, nous avons grandi avec. C'était l'espace qui nous permettait d'accéder aux rêves et aux fantasmes à travers des icônes masculines et féminines qui incarnaient quelque chose. Bien avant cette ère d'influenceurs où les personnes ne reflètent qu'elles-mêmes. À l'époque, l'accès à l'image, il faut qu'on se souvienne de ce moment, l'accès à l'image était rare. Et c'était un privilège de pouvoir se montrer. Vous vous souvenez, c'était il y a quelques années. C'était un privilège d'avoir son visage se voir répercuté sur des écrans de par le monde, je n'en parle même pas, mais même simplement au sein de notre communauté. Fut un temps, des siècles avant, le simple fait d'avoir un miroir était déjà un privilège. Le simple fait de se voir soi-même était un privilège. Et ça structure une société. Ça change complètement le rapport au monde. Et pendant cette période, pendant laquelle que le cinéma, puis ensuite la télévision permettait d'accéder à des figures fantasmatiques, eh bien, il y a des civilisations qui sont construites, la française, mais de façon encore plus efficace l'américaine, avec Hollywood, qui ont voulu faire de ces acteurs et de ces actrices des incarnations de quelque chose. Et pourquoi est-ce qu'on a tellement aimé le cinéma? Parce qu'à travers ces corps, on allait au-delà de la simple beauté. On allait au-delà du simple désir qu'il pouvait générer, du fantasme d'appropriation. On faisait incarner à ces acteurs et ces actrices quelque chose. Des mythes, des grandes histoires. Et à travers ces grandes histoires et ces mythes, on vous transportait dans un idéal, on vous transmettait des valeurs, on vous racontait une société à laquelle on pouvait se rapprocher. Aujourd'hui, quand nos enfants se connectent à Instagram ou à TikTok, ces mêmes figures qu'ils voient, qui ont remplacé en grande partie ces acteurs et ces actrices, n'incarnent plus rien, si ce n'est eux-mêmes. Ils ne sont que des figures vides, évidées, d'une esthétique qui ne vaut que pour elle-même, qui est creuse, qui ne transmet aucune valeur, ou à l'inverse, transmet des antivaleurs. Celle du devenir facile, qui fasse qu'à travers la commercialisation de son corps, de ses attributs, on puisse vivre comme des rois dans un émirat éloigné. J'ai connu ces émirats, privilège de l'enfance, là encore, quand il n'était encore pas grand-chose. J'ai été à Dubaï dans les années 90, où c'était encore un tas de sable avec quelques maisons. J'y ai rencontré le cheikh de Dubaï, Al Maktoum, donc l'équivalent de notre chef d'État, et j'ai vu se développer à travers ces espaces, qui n'auraient jamais dû exister, et ça ferait peut-être l'objet d'une conférence à part entière, que l'on a créé. Qu'on a permis d'accumuler des ressources extraordinaires qui aujourd'hui nous manquent. On a créé ces régimes au Moyen-Orient, on leur a donné le pouvoir de s'approprier toutes ces ressources en pétrole et en gaz, et d'en faire n'importe quoi, et d'en faire une forme de mirage qui permettent à toutes ces milliers de femmes et d'hommes de faire croire à notre civilisation, à nos enfants, qu'il y aurait des devenirs faciles qui n'exigent aucune forme d'effort, qui n'exigent aucune forme de talent, si ce n'est d'être soi-même et de se vendre au plus offrant. Et nous avons